Bienvenue à cette deuxième journée du Casa Business Law Forum 2021 organisée par LexisNexis et Econjuris, partenaires et revendeurs exclusifs des produits LexisNexis au Maroc. Cette deuxième journée est donc consacrée au thème de la compliance. Elle démarrera par un panel consacré à l'actualité et les bonnes pratiques du renforcement de l'éthique des affaires. Et l'après-midi, nous aurons une session de formation sur la politique nationale marocaine en matière d'environnement et de développement durable. Et en dehors de la compliance, nous aurons également entre les deux, entre le panel et la session de formation à 11h15, un hommage au professeur Mohamed El-Mernissi. Avant de passer la parole à Mehdi Kettani, qui modérera ce panel, je vous rappelle donc que j'aimerais juste lister les partenaires de cette troisième édition du Casa Business Law Forum, l'UIA, l'Union internationale des avocats, dont nous avons eu l'honneur d'avoir le président hier matin avec nous lors de la cérémonie d'ouverture, le groupe Ecomédia, en l'occurrence l'Économiste et Atlantique Radio, le Cercle marocain des directions juridiques et Paris MENA Legal Club. Je vous rappelle également nos sponsors, le point de contact national pour la conduite responsable des entreprises, qui est sponsor Gold, et nos sponsors Silver, SG Conseil et Just Africa. Vous pouvez rencontrer virtuellement nos sponsors pendant cet événement dans l'espace sponsor qui se trouve dans le lobby à gauche de votre écran. Donc, vous pouvez aller dans le lobby en dehors des sessions, cliquez sur sponsor à gauche de votre écran et là, vous verrez les espaces, les stands virtuels des sponsors, et en cliquant sur chaque sponsor, vous pouvez voir la documentation, ce qu'ils font, le descriptif, etc. Donc, je passe à présent la parole à Mehdi Kettani, avocat au barreau de Casablanca, pour la modération de ce panel sur l'actualité et les bonnes pratiques du renforcement de l'éthique des affaires. Donc, Mehdi Kettani, je vous laisse vous présenter le sujet et présenter vos intervenants. Merci beaucoup. Merci Sanaïn. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mehdi Kettani, avocat au barreau de Casablanca et conseiller externe du cabinet d'avocats international DLA Piper. Je suis avocat depuis plus d'une quinzaine d'années. Je suis spécialisé en droit des affaires avec un focus particulier sur les contrats commerciaux, le droit de l'informatique et des technologies de l'information, ainsi que le droit social et le contentieux des affaires de manière générale. Je souhaite remercier LexisNexis de m'avoir invité à modérer ce panel sur cette thématique intéressante et d'actualité qu'est l'éthique des affaires. Avant de vous présenter les intervenants un à un, je voulais vous dire quelques mots au sujet de l'éthique des affaires. En réalité, le monde dans lequel nous vivons depuis un certain nombre de décennies, voire presque de siècles, est un monde capitaliste où la recherche du profit guide la plupart des projets entrepreneuriaux. Et dans ce monde-là, depuis quelques années, commence à s'instaurer une certaine prise de conscience selon laquelle la conduite des affaires, si elle veut s'inscrire dans la durée, devrait respecter un certain nombre de valeurs fondamentales. En réalité, et sans vouloir trop aller en arrière vers l'histoire du développement de nos économies, le développement économique a été la priorité pendant un certain nombre de décennies, comme j'ai dit, et là, on essaie de revenir vers des valeurs plus fondamentales, et ces valeurs sont très diverses et variées. Elles vont du respect des droits de l'homme et de la vie privée des individus à la discrimination, en passant par l'environnement et la biodiversité. Et ça dépasse ce cadre-là pour s'étendre aussi à d'autres aspects de la vie des affaires,
comme la prévention de la corruption et du blanchiment et de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Voilà, je voulais ainsi faire une petite introduction, mais je voudrais quand même pas empiéter sur les présentations de mes collègues. Donc, je vais vous les présenter un à un selon leur ordre d'intervention. Nous avons tout d'abord M. Chris Brech, qui est aujourd'hui consultant en marché public après avoir accumulé une expérience d'une trentaine d'années au sein de l'administration et notamment en tant que responsable du ministère des Finances. Nous avons également parmi nous Mme Assia Ben Saad, qui est chef du département des affaires juridiques au sein de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Cette agence qui, comme on le sait, joue un rôle primordial pour la promotion du royaume en tant que destination des investissements étrangers et bien entendu l'environnement juridique et la sécurité juridique qui est procurée par le pays et certainement promue par l'AMDI à travers Mme Ben Saad est un facteur indéniable pour attirer des investisseurs. Et enfin, comme on dit en bon français, last but not least, mon ami Suad Cohen, qui a plusieurs casquettes, mais qui aujourd'hui intervient en qualité de membre de la CNDP, poste qu'elle occupe depuis un certain nombre d'années, je pense plus d'une dizaine d'années si je ne m'abuse. Sans m'attarder plus que ça, je cède la parole à M. Brech. Merci beaucoup, M. Benani, M. Ktani, pour bien sûr cette première présentation et pour m'avoir bien sûr présenté auprès des autres participants. Donc, je vous remercie beaucoup et j'exprime bien sûr un profond et un réel plaisir de me retrouver parmi vous pour partager avec vous autour de ce thème sur la réglementation des marchés publics. Et bien sûr qu'aujourd'hui, les marchés publics constituent un élément essentiel dans l'investissement au niveau de notre pays. Et donc, juste bien sûr, un chiffre que je peux partager avec vous en matière de projections d'investissement, en matière d'achat public. Donc, c'est depuis maintenant quelques années que ces projections financières de l'État et des autres organismes publics dépassent les quelques 100 milliards de dirhams. Donc, ce qui fait que cette importance a suscité l'intérêt de tous les partenaires des achats publics qui sont en premier lieu, bien sûr, les partenaires étrangers qui financent bien sûr les projets d'investissement au niveau de notre pays, et qui sont soit la Banque mondiale, soit la BAD, et qui ont bien sûr démontré un intérêt pour les achats publics au niveau du Maroc. Et bien sûr, les autres organisations professionnelles qui sont soit la CGEM, soit bien sûr la Fédération nationale des travaux publics et qui ont participé même à l'élaboration de ce dispositif actuellement applicable au niveau de notre pays. Donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu partager avec vous au niveau de cette présentation autour des 4 thèmes, ou bien des 4 points que j'ai essayé de résumer au niveau de ma présentation. Premièrement, on va essayer d'avoir une idée sur le cadre légal et réglementaire qui régit les achats publics, c'est-à-dire les marchés publics également, parce que les achats publics sont composés d'un ensemble d'actes qui sont soit les marchés publics qui sont régis déjà par la réglementation des marchés publics, soit les autres commandes publiques, contrats de droit commun, partenariats publics et privés, et également la gestion déléguée. Également, à ce niveau-là, je vais tenter de voir avec vous en quelque sorte l'identification et la responsabilité des différents intervenants, parce que notre système national de passation des marchés publics s'est basé sur un ensemble de piliers, parmi lesquels donc ces intervenants, la capacité de ces intervenants au niveau des achats publics pour
bien sûr, veiller à préserver la fiabilité et l'intégrité au niveau de l'achat public. Et on va essayer de voir en quelque sorte le contenu de la réglementation des marchés publics et de dispositifs légaux et réglementaires, avec bien sûr un zoom sur les principes et les objectifs de ce cadre légal et réglementaire. Et en fin de compte, nous allons faire le point un peu sur les différents contrôles qui, bien sûr, s'intéressent à l'achat public. Donc, le cadre légal et réglementaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vise la fiabilisation de système national régissant les marchés publics. Et pour ce faire, ce système national se base actuellement sur quelques piliers, notamment le pilier du cadre institutionnel, légal et réglementaire. C'est un pilier très important à ce niveau-là et que l'État marocain a essayé depuis longtemps de mettre en place, de le revoir à chaque fois, de l'actualiser, de le réformer chaque fois qu'il est nécessaire pour le mettre à jour et pour le mettre en phase avec, bien sûr, ce qui se passe au niveau international. Et ce système national, donc, a été évalué par la Banque mondiale entre 2005 et 2008, et qui a fait l'objet déjà d'un aide-mémoire et d'un rapport de la Banque mondiale, et qui a déclaré, en fin de compte, après bien sûr études et examens et évaluations, qui a déclaré ce système globalement et suffisamment comparable aux pratiques, aux bonnes pratiques au niveau international, notamment celle de la banque, et qui s'inspire largement de ce qui est prévu par l'OCDE, dont on a parlé tout à l'heure. L'un des intervenants avait même parlé de panel aujourd'hui sur les marchés publics, et donc l'OCDE lui-même, il s'intéresse beaucoup à l'évaluation des systèmes nationaux en matière d'achat public, et il a mis en place un certain nombre de piliers, parmi lesquels donc la vérification et l'évaluation du cadre légal et réglementaire et institutionnel, également la capacité des intervenants pour préserver la fiabilité et l'intégrité de ce système, et également les procédures qui sont mises en place et leur conformité par rapport à ce qui est prévu au niveau de ce système national. Donc, ce système national a fait en sorte aujourd'hui pour mettre en place un dispositif légal et réglementaire qui est adaptable à toutes les situations, bien sûr, qui peuvent se présenter, parce que quand je parle système national, c'est-à-dire, ça veut dire qu'un ensemble d'acteurs et d'entités publiques et d'organismes publics qui sont soit l'État, soit les établissements et entreprises publiques, soit les collectivités territoriales. Donc, c'est une population d'acteurs publics qui est diversifiée et dont les activités sont différentes. Donc, c'est pour cette raison que notre système a mis en place un ensemble de dispositifs qui sont donc adaptables à l'achat public, à toute spécificité de l'activité, parce qu'on ne peut pas mettre en place des procédures qui sont contraignantes pour l'ensemble des organismes publics, parce que chaque organisme public a sa spécificité et a une spécificité au niveau de son activité. Donc, également, le contenu de ce cadre légal et réglementaire donc s'articule autour d'un ensemble de composantes qui sont premièrement la définition des procédures qu'on doit emprunter pour un achat public, également la définition du support légal, du support contractuel, je m'excuse, du support contractuel qu'on va signer avec nos partenaires pour, bien sûr, réaliser un achat public. Donc, nous avons un ensemble de supports qui sont soit des marchés cadres, soit des marchés reconductibles, soit des marchés conception-réalisation, également, soit un marché tout simplement, un marché, donc, une bonne fois pour toutes, s'il s'agit des dépenses de fonctionnement, c'est un marché qui est annuel. S'il s'agit de dépenses d'investissement, c'est un marché pluriannuel qui peut, bien sûr, pour la réalisation d'un projet d'investissement.
Également, donc, j'arrive maintenant à l'identification des responsables et des intervenants dans le processus de la commande publique. Donc, notre système national et notamment la réglementation régissant les marchés publics a donc tenté d'identifier l'ensemble des intervenants pour bien sûr une corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Donc, à cet effet, donc on a identifié les différents intervenants dans l'achat public, qui sont soit l'autorité compétente qui a bien sûr pour mission d'approuver et d'engager tout processus d'achat public et d'approuver en quelque sorte tous les documents que dégage donc ce processus d'achat public, soit les dossiers d'appel d'offres, soit le marché, etc. Donc, c'est une autorité de décision, en fin de compte, dans le processus et dans le cycle de vie d'un achat public. Également, le maître d'ouvrage qui est chargé de l'encadrement de la processus, avec bien sûr, passant bien sûr par la définition des besoins, par le lancement du processus d'achat, également par la présidence des commissions, etc. Donc, c'est une mission opérationnelle et pratique au niveau des achats publics. Les autres intervenants au niveau de ce processus-là d'achat, qui sont les commissions soit des prix, d'ouverture ou de jugement des prix, des commissions techniques qui travaillent, qui sont responsabilisées, qui ont aujourd'hui un rôle au niveau de notre réglementation des marchés, qui ont un rôle essentiel à ce niveau-là, et donc ils sont chargés du suivi de ce processus, de son encadrement, et qui, donc, leurs décisions sont donc opposables au maître d'ouvrage et à l'autorité compétente. Également, au niveau de l'exécution, la réglementation a insisté et a obligé le maître d'ouvrage à désigner un chargé de suivi de l'exécution des marchés, une personne, un cadre, bien sûr, un responsable qui est compétent, bien sûr, qui est chargé du suivi de l'exécution des marchés, et cela pour éviter à ce que les entreprises contractantes ou bien qui ont décroché un marché, qui sont attributaires d'un marché, donc pour leur éviter de faire tous les couloirs de l'administration une fois qu'ils traitent avec l'administration. Donc, la réglementation a essayé d'identifier cette personne-là, cet agent-là, en tant qu'interface avec les entreprises attributaires du marché. Et donc, c'est cette personne-là qui va assurer tout le suivi de l'exécution du marché, du commencement jusqu'à la bonne fin d'exécution de la prestation. Et en fin de compte, en matière de recours et de règlement des différends, parce que la réglementation des marchés publics met en place aujourd'hui un montage au niveau du règlement amiable du différend, qui part bien sûr de celui qui a commis l'erreur ou bien dont la décision est controversée, qui est le maître d'ouvrage, c'est-à-dire que toute personne qui se sente lésée par une décision du maître d'ouvrage, donc il peut s'adresser à ce maître d'ouvrage-là pour bien sûr le réclamer auprès de ce maître d'ouvrage. S'il n'est pas satisfait de la réponse de ce maître d'ouvrage, donc il peut s'adresser également à l'autorité compétente qui est le chef de ce maître d'ouvrage et qui est indépendante de ce processus d'achat public, surtout en matière de marché public. Donc, il n'intervient pas dans le processus directement, même s'il l'encadre un peu en tant que responsable, mais il n'intervient pas directement. Donc, la réglementation lui donne la possibilité de s'adresser à cette autorité compétente s'il n'est pas satisfait de l'application d'une procédure déterminée. Également, nous avons, notre système national aujourd'hui a mis en place une commission nationale de la commande publique, et vous le savez très bien, donc c'est une commission qui intervient aujourd'hui dans le règlement des différends, que se penche sur toute réclamation et qui peut se pencher sur toute réclamation, parce que un requérant ou bien un candidat à un appel d'offres ou bien un attributaire d'un marché, il peut s'adresser directement sans passer par ce circuit que j'ai défini, celui du maître d'ouvrage et de l'autorité compétente. Il peut s'adresser directement s'il se considère comme étant lésé par une mauvaise application d'une procédure.
Donc, notre système national de passation des marchés publics aujourd'hui, parce que quand je parle système national, c'est un système qui est donc composé d'un cadre bien sûr institutionnel qui sont soit cette Commission nationale des marchés publics ou bien sûr tous les corps de contrôle qui sont mis en place pour réprimer ou bien prévenir tout acte de malversation au niveau des marchés publics, mais également ce système se compose d'un cadre réglementaire et procédural qui vise la codification et la mise en place d'un ensemble de procédures pour bien sûr cerner tout le processus d'achat public de son lancement jusqu'à sa bonne fin d'exécution. Et ce système-là se base sur un ensemble de principes directeurs, parmi lesquels un principe fondamental et universel qui est celui du recours à la concurrence. Donc aujourd'hui, toute dépense publique, pas uniquement les achats publics. Donc même dans le cadre d'un recrutement, nous sommes obligés de faire appel à la concurrence. C'est-à-dire c'est une concurrence ouverte à tout le monde. Et cela avec bien sûr des objectifs qui sont la transparence dans le choix de ce maître d'ouvrage de l'administration, in fine, également l'égalité des chances des partenaires qui veulent concourir et candidater à un achat public, et bien sûr la performance de la commande publique, parce que c'est un triangle d'objectifs que cette réglementation recherche à instaurer un équilibre entre ce triangle d'objectifs, entre ces trois objectifs principaux qui sont la transparence, bien sûr, et l'égalité des chances et la performance. Et tout le dispositif légal et réglementaire mis en place aujourd'hui, c'est bien sûr pour préserver soit le principe fondamental du recours à la concurrence, et donc, parce que c'est des principes qui sont prévus au niveau légal, non pas au niveau de la réglementation, parce que la réglementation des marchés publics aujourd'hui, quand il tente de mettre en place des dispositions, c'est dans le respect de ce cadre-là, de ce cadre légal qui a imposé, soit pour les établissements publics au niveau de la loi 6900, donc je ne sais pas, qui a depuis 2003 mis en place un système de contrôle financier qui a insisté sur ce fait-là, sur ce principe-là. Et c'est un principe bien sûr universel, parce que même les instances de l'OCDE, les instances de la Banque mondiale, la réglementation des marchés française, donc essayent, et pas essayent, ils obligent tous les acheteurs publics d'un pays, donc ils sont obligés de recourir à la concurrence et de mettre en place tous les dispositifs pour le respect de cette concurrence. J'essaie de défiler là. Maintenant, j'arrive aux différents types de contrôles qui sont là pour soit prévenir le risque de malversation au niveau des achats publics, soit bien sûr de contrôle, soit de réprimer tout acte qui est considéré comme étant une malversation au niveau de ces achats publics. Donc, nous avons en premier lieu un contrôle parlementaire par le biais de commissions d'enquête, également un contrôle juridictionnel par les juridictions financières qui sont soit la Cour des comptes pour l'administration centrale et pour les établissements et entreprises publiques donc nationales, soit les cours régionales des comptes au niveau soit pour l'administration territoriale ou également les collectivités territoriales. Et nous avons également un contrôle administratif qui est donc là pour soit prévenir ces risques au niveau d'un contrôle d'engagement et de paiement, soit bien sûr de réprimer ce risque ou bien de le contrôler et de l'évaluer et l'apprécier par la suite par le biais bien sûr des inspections générales qui sont aujourd'hui installées au niveau des ministères des Finances, de l'inspection générale des finances et également bien sûr de l'audit interne et de l'audit externe qui est mis en place. Et voilà, donc j'ai essayé de condenser et de vous donner en quelques
slide, donc la quintessence de ce dispositif national, ce système national de passation des marchés publics, et je vous remercie pour votre attention. Alors, juste, Mehdi Kettani, on ne vous entend pas bien. Allô? Oui, et maintenant ça va oui, mieux? Vous entendez pas du Très bien. tout, donc si vous pouvez Désolé, reprendre. j'avais un petit problème. Oui, je disais merci Monsieur Brecht pour cette brillante intervention. Et je me demandais si, avant de passer au prochain intervenant, à la prochaine intervenante, ça je risque de me tromper en disant ça, on devrait peut-être voir s'il y a des questions sur le chat, mais je vois qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. D'accord, très bien. Donc, on passe directement la parole à Madame Bensat. Merci beaucoup. À vous, Madame Bensat. Merci. Merci, Monsieur Kettani. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de participer à cette 3e édition de Casa Business Law et je remercie les organisateurs et les félicite pour cet événement qui constitue désormais un rendez-vous annuel à inscrire sur les agendas de tous. Alors, je suis, comme a dit tout à l'heure Monsieur Kettani, je suis responsable du secrétariat du PCN marocain pour la conduite responsable des entreprises. En même temps, je suis responsable du département juridique à l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. L'intitulé de ce panel m'a beaucoup intéressée dans la mesure où, depuis que je gère le secrétariat du PCN, cette question d'éthique est devenue quotidienne dans mon travail. Elle va de pair avec les principes directeurs de l'OCDE que le PCN doit promouvoir dans le cadre de ses missions. Comme vous le savez, le renforcement de l'éthique est devenu une question intégrée dans les ordres du jour des entreprises. On va parler pour certains d'éthique, de bonne gouvernance, de RSE, de conduite responsable. De toute façon, la terminologie différera, mais l'objectif restera le même pour l'entreprise. Comment elle va améliorer sa gouvernance et comment cet élément qui par le passé n'était pas pris en compte est devenu déterminant. Dans ce cadre, nous allons trouver de plus en plus au cœur des entreprises de taille moyenne, de certaines PME, un responsable d'une structure RSE qui jouera un rôle fondamental et clé au sein de la stratégie de l'entreprise. Généralement rattaché directement à la direction générale, il définira, budgétisera et mettra en place la stratégie de développement durable de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'environnement, sociétal ou économique, et il deviendra l'élément incontournable dans toutes les activités de l'entreprise. Ce qu'il y a à retenir, c'est que si par le passé, les risques que l'entreprise considérait concernaient uniquement ces risques intrinsèques, si on ose dire intramuraux, par rapport à ses matières premières, par rapport à la devise, de nos jours, l'entreprise, dans le cadre de ses activités, elle se doit de considérer d'autres risques qui découlent de ses activités indirectes, notamment dans le cadre de sa chaîne d'approvisionnement avec laquelle elle est liée par une relation d'affaires. Et cette question d'éthique, nous allons la trouver de plus en plus présente. Les entreprises devront être conformes sur les conditions de travail de leurs sous-traitants, le travail des enfants, la juste rémunération des salariés, en ayant à l'esprit le risque qui entacherait leur image et leur responsabilité et les risques qui découleraient de cette non-conformité. Alors, qu'est-ce que l'éthique pour une entreprise? Comment on peut l'appréhender? Quel avantage pour l'entreprise? Est-elle vraiment l'élément fort de résilience pour une entreprise durable? Telles sont les questions que je vais sur lesquelles je vais tenter de répondre du point de vue du PCN que je représente. Mais avant de passer à ces questions, je vois les slides, la dame n'arrive pas à voir sur quel slide je suis. Alors, avant de traiter ces questions, je souhaiterais tout d'abord présenter le PCN, si vous permettez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le PCN est une instance interministérielle mise en place par notre gouvernement suite à son adhésion à la déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales. Il a deux missions principales que je vous invite à retenir. Premièrement, promouvoir les principes directeurs auprès des principales parties prenantes
que sont les entreprises, les syndicats et la société civile. Deuxièmement, c'est une instance de recours extra-juridictionnelle. Et les personnes qui estiment qu'une entreprise qui ne respecte pas les principes directeurs, ils peuvent soumettre une plainte, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les circonstances spécifiques, auprès du PCN. Et le PCN offre la conciliation et la médiation aux parties prenantes. Alors, un petit focus sur les principes directeurs aussi. Alors, les principes directeurs font partie de la déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales. Ce sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises multinationales exerçant leur activité dans les pays adhérents ou à partir de ces derniers. C'est-à-dire que, par exemple, pour nous, au Maroc, ces principes directeurs sont adressés aux entreprises qui opèrent sur notre territoire et aussi à nos multinationales qui sont installées à l'étranger. Il y a à retenir aussi que les principes directeurs, à date d'aujourd'hui, constituent le plus complet des instruments qui existent, convenus à l'échelon multilatéral, que les gouvernements se sont engagés à promouvoir. Et ce sont des normes non contraignantes, ce sont des normes volontaires destinées à favoriser une conduite responsable des entreprises. Et pour la plupart, ils sont alignés sur les normes et les principaux internationaux, tels que ceux des Nations Unies et de l'OIT. Les principes directeurs partent de l'idée que les entreprises peuvent contribuer au progrès économique, environnemental et social, mais aussi que leurs activités peuvent avoir un impact négatif sur les travailleurs, les droits de l'homme, l'environnement, etc. Alors, les principes directeurs sont au nombre de 11 et portent sur des thématiques telles que la publication d'informations, les droits de l'homme, l'emploi et les relations professionnelles, l'environnement, la lutte contre la corruption, les intérêts des consommateurs. Ils englobent en outre 3 domaines que sont la science et la technologie, la concurrence et la fiscalité, et ce, de manière plus exhaustive que tous les autres instruments internationaux de responsabilité des entreprises. Et à côté de ces principes directeurs, il y a aussi des guides de due diligence que je vous invite à survoler ou à lire si vous le souhaitez, qui sont sur notre stand virtuel. Alors, j'arrive à la définition de l'éthique de l'entreprise. À la thématique de l'éthique, pour moi, tous les principes directeurs que je viens de citer ont une corrélation étroite avec la question de l'éthique de l'entreprise. Et je rebondirai sur ce qu'a dit tout à l'heure M. Ktani en définissant l'éthique. Effectivement, l'éthique comme concept est difficile à appréhender, encore plus dans le cadre de l'entreprise, qui est une entité plus orientée profit. C'est tout à fait le cas. Et l'éthique, en fin de compte, on peut dire que c'est un concept limite antinomique avec l'entreprise. Alors, quelques définitions de l'éthique que j'ai pu préciser à travers mes lectures. Alors, l'éthique, c'est un champ d'interaction de plusieurs intérêts de l'entreprise et des parties prenantes. Tous ceux qui ont un intérêt avec l'entreprise, interne et externe. C'est une réflexion que pourrait mener une entreprise ou toute partie prenante qui vise à distinguer la bonne de la mauvaise façon d'agir. L'éthique aussi, c'est quoi faire pour bien faire, pour permettre à l'entreprise de durer. C'est l'avantage concurrentiel pour l'entreprise parce que l'entreprise est cohérente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. C'est important pour une entreprise, surtout par rapport, on va voir par la suite, par rapport à un consommateur, de voir qu'il y a une cohérence au sein de l'entreprise par rapport à son discours et par rapport à ses actions. Et l'éthique est aussi un ensemble de principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. C'est être responsable de ses salariés, de ses collaborateurs externes, du grand public, agir pour la protection de l'environnement. Voilà ce qu'on nous retrouvons généralement dans les valeurs éthiques d'une entreprise. L'éthique aussi, aujourd'hui, on peut dire que l'éthique s'apparente à comment donner confiance aux autres, à toutes les parties prenantes avec qui on travaille. De mon point de vue et du point de vue du PCN, c'est dans cette vision que s'intègrent les principes directeurs de l'OCDE, qui couvrent tous les principaux domaines d'éthique des entreprises. Je vous propose de parcourir les principes directeurs et voir l'étendue des comportements que l'entreprise est encouragée à adopter dans le cadre de sa gouvernance. Alors, par rapport au premier point, qui est les principes généraux, les entreprises devraient tenir compte des politiques établies par les pays dans lesquels elles exercent leur activité et prendre en considération les points de vue et les préoccupations de tous les acteurs. Elles devraient contribuer au progrès économiques, sociaux et environnementaux en vue de réaliser un développement durable. La notion de développement durable maintenant est de plus en plus présente
dans les discours des entreprises. Elles devraient encourager aussi leurs partenaires commerciaux à appliquer les principes de directeur de l'OCDE et encourager les partenaires commerciaux, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le cadre des principes directeurs, la due diligence. Alors, par rapport à la publication d'informations, les entreprises devraient communiquer de façon régulière des informations pertinentes sur leur activité et leurs résultats, sur des questions sociales et environnementales et sur les risques prévisibles. Elles devraient aussi exercer leur activité dans la transparence et répondre aux demandes d'information d'un public de plus en plus exigeant. Par rapport à la question des droits de l'homme, les entreprises devraient éviter que les activités engendrent ou renforcent des effets défavorables sur les droits de l'homme et y remédier lorsqu'ils se produisent. Les entreprises devraient mettre en œuvre un devoir de diligence en matière des droits de l'homme. Par rapport à cette question des droits de l'homme, dans le cadre, à date d'aujourd'hui, aussi bien au niveau de l'OCDE qu'au niveau des Nations Unies, c'est de la soft law, c'est des recommandations non contraignantes, mais il est à souligner que dans le cadre de l'enceinte des Nations Unies, cette question est en train d'être négociée pour qu'elle devienne contraignante pour l'entreprise. Ce qui fait que c'est un élément vraiment à prendre en considération par les entreprises actuellement et aussi dans leurs projets futurs. Par rapport à la question de l'entreprise et les relations professionnelles, les entreprises devraient respecter les normes de travail internationalement reconnues en ce qui concerne la liberté d'association et les droits syndicaux et par rapport à l'abolition de toute forme de travail forcé et du travail des enfants. Par rapport à la question de l'environnement, les entreprises devraient mettre en place et appliquer un système interne de gestion environnementale efficace, se référer aux principes de précaution et instaurer une planification de crise dans le cas où de graves atteintes seraient portées à l'environnement. Les entreprises aussi devraient s'abstenir d'offrir, de promettre et d'accorder directement ou indirectement des paiements illicites. Ça concerne la lutte contre la corruption. Elles devraient aussi informer de leur activité en matière de lutte contre la corruption. Brièvement, par rapport à la protection des consommateurs, dans leurs relations avec les consommateurs, les entreprises se conforment à des pratiques équitables dans l'exercice de leur activité commerciale et prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des biens ou des services qu'elles fournissent. Alors, de manière générale, l'entreprise, en adoptant une démarche éthique qui prend en considération un ou plusieurs recommandations que je viens de citer, sera certainement plus résiliente que d'autres qui n'ont pas cette approche. Résiliente par rapport à quoi? Résiliente par rapport aux risques, aux nouvelles exigences auxquelles elle est confrontée de nos jours dans le cadre de ses activités. Et sur cette idée, je vais donner 3 exemples. Alors, premièrement, le premier exemple, c'est par rapport aux consommateurs. Aujourd'hui, on convient parfaitement que de plus en plus les consommateurs et les citoyens tiennent compte de l'éthique de l'entreprise. Les consommateurs sont prêts à acheter en priorité des produits fabriqués dans des conditions respectueuses des droits sociaux et de l'environnement. Et face à la pression des consommateurs, les entreprises sont amenées à devenir responsables et tentent aujourd'hui d'allier marketing et éthique. Et vous avez on a tous vécu, surtout dans le cadre du confinement, on a tous vécu cette question de la pression que peut avoir un consommateur sur l'entreprise. Alors, pas uniquement les consommateurs. Dans le cadre d'une relation d'affaires, les donneurs d'ordre, les bailleurs de fonds exigent maintenant que l'entreprise qui va être leur vis-à-vis dans le cadre d'une relation de sous-traitance, de fournisseurs, de financement ou autre, que l'entreprise en question soit responsable de ses activités directes et indirectes, qu'elle soit responsable de ses produits et qu'elle ait une éthique dans les affaires. Alors, on a les consommateurs, on a les donneurs d'ordre, les bailleurs de fonds qui exigent aussi un certain comportement. Et la troisième catégorie à laquelle est confrontée l'entreprise directement, c'est les gouvernements. De nos jours, de plus en plus de gouvernements, surtout dans le cadre du PCN dans lequel j'opère, il y a plusieurs gouvernements de l'OCDE qui exigent que leur entreprise soit responsable de leur activité et qu'ils aient une éthique dans leurs affaires. Responsabilité de leur activité dans le cadre de leur activité directe et aussi dans le cadre de leur chaîne d'approvisionnement. Et par rapport à cette question d'exigence, c'est-à-dire de rendre l'éthique ou le comportement responsable inscrit noir sur blanc dans un texte, il y a, comme vous le savez, il y a 2 différentes, pas théories, mais on va dire théories. Il y a les pays de la civil law et de la common law. Alors, au niveau de l'approche anglo-saxonne, la question de l'éthique s'apparente à une notion de morale des affaires.
contrairement à celle des pays civil law où il y a des impératifs réglementaires, où il y a tels que la loi Sapin, loi sur le devoir de vigilance française, les directives européennes sur le reporting, et on va trouver que l'éthique va renvoyer vers un ensemble de règles écrites, c'est-à-dire écrites aussi bien au niveau des lois ou écrites aussi au niveau de l'entreprise. Et cette éthique va régir les relations internes et externes à l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise et sa chaîne de valeur, sa chaîne d'approvisionnement. Et dans ce cadre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les guides sectoriels de l'OCDE sont vraiment à prendre en considération. Alors, devant ces nouvelles exigences, l'entreprise n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Et devant ce consensus général que les entreprises doivent ou peuvent, dans le cadre de leur activité, apporter une contribution positive au progrès économique, environnemental et social du pays où elles opèrent, l'entreprise doit intégrer cette démarche de bonne gouvernance dans le cadre de sa stratégie. Les entreprises marocaines ne sont pas en laisse par rapport à ce que nous venons de présenter. Qu'elles soient nationales ou multinationales, c'est un acteur, est un maillon dans l'économie mondiale à travers les chaînes de valeur mondiales. Et de par la relation d'affaires qu'une entreprise nationale va avoir avec un donneur d'ordre, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va être impactée par la loi du pays du donneur d'ordre, par les exigences du donneur d'ordre, par la pression des consommateurs. Et nos entreprises ne peuvent plus ignorer cette conduite responsable, au risque de ne plus faire partie des chaînes d'approvisionnement des multinationales dont les pays d'origine considèrent que cette conduite responsable est contraignante. Alors, comme je viens de dire, plusieurs parties prenantes exigent cette éthique, cette conduite responsable. Et lors de mon intervention de l'année dernière dans le cadre de ce forum, de cet événement de Casa Business Law, j'avais dit que la conduite responsable, c'est une opportunité. Effectivement, la conduite responsable, c'est une opportunité, elle l'est toujours. Elle permettra aux entreprises d'améliorer leur visibilité à l'international, de trouver des partenaires financiers, d'exporter et de pérenniser les relations d'affaires qu'ils ont et d'en avoir de nouvelles. Et je vais rajouter une autre chose, c'est qu'en plus d'être une opportunité, à date d'aujourd'hui, c'est un must-have pour une résilience de l'entreprise. On ne peut plus dire on va omettre l'éthique, on va omettre cette conduite responsable, ce n'est plus le cas. Et pour pousser la réflexion plus loin, on sera en face de l'émergence de la résilience comme éthique et comme nouvelle manière productive de l'entreprise de concevoir les rapports entre changement environnemental et société. Alors, on va parler de cette résilience et l'entreprise doit faire appel à sa résilience organisationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par résilience organisationnelle? Selon la norme ISO 22316, c'est la résilience, c'est la capacité d'une organisation à résister, absorber, récupérer et s'adapter aux perturbations impactant son activité dans un environnement en constante évolution et de plus en plus complexe pour lui permettre de réaliser ses objectifs, de rebondir et de prospérer. Et par rapport à cette résilience de l'entreprise, je donnerai quelques exemples de résilience que j'ai pu voir à travers les lectures que j'ai faites pour préparer cette thématique. Alors, le premier exemple que je vais donner, c'est par rapport à notre expérience Covid de tous. Alors, les chaînes de valeur mondiales sont exposées à des risques et des chocs, notamment le risque de pandémie mondiale, mais aussi le changement climatique, les catastrophes naturelles, etc. Et si on prend l'exemple du Covid-19, cette expérience a montré que les pratiques commerciales jouent un rôle important pour minimiser ou aggraver l'impact de tels chocs sur les chaînes de valeur mondiales. Par exemple, bien que toutes les entreprises soient également exposées aux risques sanitaires, celles qui ont mis en place de solides pratiques de gestion de la santé et de sécurité peuvent être mieux équipées pour protéger leurs employés et maintenir ou reprendre leur activité plus rapidement. Ça a été prouvé. Alors, le fait d'avoir mis en place de solides pratiques de gestion de la conduite responsable des entreprises avant qu'un choc ne se produise peut aider les entreprises à réagir plus rapidement et plus efficacement, minimisant ainsi la gravité de l'impact. Et pendant la pandémie, de nombreuses entreprises ont fait des efforts pour soutenir leurs fournisseurs et leurs partenaires commerciaux
Par exemple, en accélérant les paiements pour résoudre les problèmes immédiats de trésorerie ou en aidant les fournisseurs à reconfigurer les plans d'usine et à mettre des horaires de travail flexibles pour maximiser l'espace interpersonnel. Alors, le deuxième exemple que je donnerai, c'est que, par exemple, au niveau de notre pays, les entreprises qui ont été conformes par rapport à la déclaration de leurs salariés au niveau des cotisations sociales ont pu bénéficier aisément des subventions qu'accordait l'État. On est bien d'accord. Alors, le troisième exemple que je souhaiterais partager avec vous, c'est un contrat qui a été signé entre une multinationale. De toute façon, ça a été fait dans le cadre d'un communiqué de presse et c'est public, c'est-à-dire que ce n'est pas une information confidentielle. C'est le contrat qui a été signé entre BMW et notre groupe marocain Managem concernant un protocole d'accord sur l'achat direct du cobalt du Maroc. Alors, le cobalt est une matière première importante pour l'électromobilité. En signant, alors je suis en train de reprendre ce qu'a dit un responsable de BMW, le cobalt est une matière première importante de l'électromobilité. En signant ce contrat d'approvisionnement avec Managem, nous continuons à sécuriser nos besoins en matière première pour les cellules de batterie. Alors, sur les volets de la durabilité et de l'éthique, le responsable des achats chez le constructeur automobile allemand a précisé que le cobalt et d'autres matières premières doivent être extraits et traités dans des conditions éthiquement responsables. Et les normes de durabilité les plus élevées s'appliqueraient aujourd'hui à l'extraction du cobalt au sein du minier marocain. Vraiment, moi, je suis en lisant l'information, j'étais vraiment particulièrement fière parce que, bon, non seulement on a été shortlisté, mais on a été pris en tant que fournisseur de cette matière première en raison de la conduite responsable ou de l'éthique ou de la responsabilité et par rapport au traitement vraiment super bien fait par rapport à cette matière première. Managem a dû faire l'objet d'une diligence de client pour cet accord d'exclusivité et le choix a été fait pour le Maroc parce que la chaîne d'approvisionnement était responsable. Je conclurai avec le titre de mon intervention qui est l'éthique des affaires, effectivement, maillon fort de résilience pour une entreprise durable. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, Madame Ben Saad. Je revois encore le chat pour voir s'il y a des questions. Je vois qu'il y en a une, mais qui concerne Monsieur Brech. Sanaïn, est-ce que vous préférez qu'on fasse passer la question tout de suite ou qu'on laisse toutes les questions à la fin pour les poser à chacun des panélistes? Alors, peut-être c'est mieux de les laisser pour la fin parce que Très bien. Là, on enchaîne avec le panel et il y aura peut-être plus de questions. Parfait. Parfait. Donc, je cède directement la parole à Souad Ekouel. Souad, vous êtes en mute. On ne vous entend pas. Voilà, je crois que là, ça va, vous m'entendez? Merci. Très bien. Merci, Mehdi. Je suis très heureuse de participer à ce panel sur la protection des données à caractère personnel dans l'environnement post-Covid, parce que bon, c'est un sujet qui a été et toujours au centre des préoccupations des citoyens marocains. Donc, cette pandémie a complètement bouleversé le monde du digital et le débat sur la protection des données à caractère personnel au Maroc l'a accompagné depuis ses débuts. Donc, comme nous le savons tous, le gouvernement marocain a pris dans l'urgence de nombreuses mesures et des décisions nécessaires pour contenir et maîtriser la propagation du virus et qui incluent le recours et l'utilisation de données personnelles sensibles des individus. Donc, ce sont des mesures qui, par ricochet, ont dû être prises en considération et appliquées aussi bien par les organismes du secteur public et du secteur privé. Cet état de choses a conduit donc vers une utilisation plus accrue de la technologie ainsi qu'une accélération de la transformation digitale dans le but de s'adapter aux changements et aux nouveaux besoins dus aux répercussions de cette pandémie. Les décisions et les mesures prises par le gouvernement ont d'une part
induit directement ou indirectement l'accès et la collecte de données personnelles des individus. Et d'autre part, ils ont développé, ils ont favorisé le développement, l'émergence et la multiplication de solutions et de services en ligne et à distance qui reposent parfois sur l'identité numérique. Donc, la CNDP a eu un rôle important à jouer dans la gestion de la crise sanitaire. Elle a été sollicitée par les acteurs du secteur public comme du secteur privé, ainsi que par les particuliers sur toute question relative à la protection des données. Et à travers cet exposé, nous verrons comment la CNDP a toujours répondu présente à travers des avis, des notes d'information, des recommandations et délibérations, et s'est tout de suite inscrite dans la mise en place de comités ad hoc œuvrant pour la construction d'un écosystème favorable à l'instauration d'une confiance numérique. Donc, avant de continuer, je vais vous demander de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais d'abord faire un petit rappel concernant la définition des données personnelles. Données personnelles qui peuvent être définies comme l'ensemble des données permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc, ça peut être le nom, prénom, date de naissance, carte d'identité, mais aussi bien un numéro de compte bancaire, des données biométriques, etc. Donc, le traitement de ces données personnelles par un responsable de traitement, selon qu'il s'agit de données personnelles somme toute ordinaires, comme le nom, prénom, ou de données personnelles plus sensibles, comme les données de santé ou celles relatives à la race, aux opinions politiques, etc., le traitement est différent. Donc, lorsqu'il s'agit de données personnelles normales, ça fait l'objet d'une déclaration préalable à la CNDP. Et lorsqu'il s'agit de données sensibles, il faut faire une demande d'autorisation. Donc, je passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, dans le plan de l'intervention, je vais axer mon intervention sur 3 points. D'abord, vous présenter quels sont les changements qui sont intervenus dans l'environnement post-Covid, aussi bien pour les administrations, entreprises et citoyens. Vous présenter quelles ont été les actions de la CNDP pendant cette période et les défis de la CNDP par rapport à la protection des données et la confiance numérique. Donc, concernant les changements, qu'est-ce qui a changé? Donc, la crise du Covid-19 a apporté pas mal de changements qui ont eu des côtés positifs, bien sûr, à notre sens. Donc, malgré la présence d'une inquiétude légitime des citoyens quant au traitement de leurs données, la crise a marqué le développement très rapide de la transformation digitale au niveau des établissements du secteur public, ainsi qu'un éveil au niveau des entreprises quant à l'importance de la protection des données à caractère personnel, et il y a eu aussi un recours massif aux services et plateformes numériques de la part des citoyens. Donc, au niveau du secteur public, au cours des années 2020 et 2021, l'administration publique marocaine a connu une transition digitale considérable, notamment à travers la dématérialisation de certains services, parmi lesquels je cite la mise à jour de la plateforme digitale d'Iwanati, très pratique puisqu'elle permet de suivre instantanément et en temps réel les opérations douanières, la digitalisation de la publicité au registre du commerce et du dépôt des états de synthèse à travers le décret 2-20-956 du 5 avril 2021, la publication de la loi 55-19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives qui a été exposée dans notre panel d'hier, le lancement du portail Idarati dans le cadre de cette simplification, et puis d'autres mises en ligne de procédures qui sont en cours. Au niveau des entreprises, donc là aussi, on a eu beaucoup de changements. Ces dernières ont particulièrement sollicité la CNDP sur les diverses questions depuis le début de la pandémie, puisqu'elles ont subi de nombreux changements dans leur façon de travailler. Donc, il faut le dire, les entreprises se sont retrouvées face à la nécessité, voire à l'obligation, de collecter des données personnelles sensibles auprès de leurs salariés, clients et prospects, pour pouvoir se conformer aux décisions gouvernementales et ensuite participer à la préservation de la santé publique et assurer la continuité de leur exploitation. Donc, durant cette période de confinement et même après, beaucoup d'entreprises ont été amenées à recourir au télétravail. Donc, malgré l'absence d'un cadre légal explicite propre à cette alternative, cette situation a exposé les entreprises à des risques liés aux cyberattaques
et du fait du manque de protection du réseau Internet des salariés qui travaillent depuis leur domicile et à l'utilisation d'ordinateurs personnels non sécurisés dans la plupart des cas. Donc, les entreprises ont toutefois pu saisir la complexité de la notion de données personnelles et l'importance de la protection. Et pour ce faire, elles ont pris conscience de la nécessité de déployer une politique de gouvernance des données et de la consolider davantage, s'il le faut, pour prévenir les risques de divulgation non autorisée et la fuite de données. Donc, je voudrais mettre l'accent sur un point assez important. Il s'agit de la sensibilisation et de la formation de tous les départements qui traitent de ces données personnelles très sensibles, notamment les services RH qui ont été très sollicités en cette période. La loi, de son côté, s'est adaptée à ces changements. Donc, on peut noter qu'il y a eu des lois qui ont été modifiées pour s'adapter à cette distanciation, notamment la promulgation de la loi 1920 modifiant la loi sur les sociétés anonymes à travers l'intégration et l'encadrement du vote par correspondance et la participation au conseil d'administration, à l'AG et à l'AGE par visioconférence. Donc, on a noté aussi le développement d'outils d'interaction qui ont pu se présenter comme une alternative plus ou moins pratique. Donc, on a assisté à de nombreuses réunions, séminaires, formations en cours et cours en visioconférence, donc, dont on bénéficie aussi aujourd'hui. Donc, on a assisté donc à une révolution quant aux méthodes de travail. Au niveau, vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais vous présenter là toutes les actions de la CNDP qui sont intervenues pendant cette période. Donc, je vais d'abord, il est toujours utile de rappeler que la CNDP, c'est une institution nationale compétente en matière de mise en place de méthodes pour contribuer à la protection de la vie privée des citoyens en vertu de la loi 0908 et en vertu de l'article 24 de la Constitution du Royaume. Donc, elle est chargée de vérifier la licéité et la légalité des traitements des données à caractère personnel et assure une mission d'information et sensibilisation auprès des individus, des organismes et des institutions publiques et privées. Donc, je tiens à préciser aussi que la CNDP peut être saisie par une plainte en cas de violation de la loi 0908 et donc elle est incompétente pour intervenir auprès du responsable de traitement, contrôler sur place les organismes objets de la plainte qui exploitent des données personnelles et prononcer des sanctions à leur encontre. Donc, dans la gestion de la pandémie, la CNDP a accompagné l'ensemble des parties prenantes, gouvernement, professionnels et particuliers, sur toutes ces questions relatives aux données à caractère personnel. Elle s'est montrée réactive et a traité dans l'urgence tous les dossiers impactant la gestion de la pandémie dans le cadre de consultations et de rencontres avec les responsables de traitement du ministère de la Santé, de son sous-traitant, le ministère de l'Intérieur, et toutes les autres entreprises qui l'ont consultée. Elle a donc travaillé dans la concertation. Mais à partir du principe de la protection de la vie privée et des données personnelles, à partir du principe que c'est un droit fondamental, donc la CNDP s'est trouvée confrontée à la gestion d'une situation inédite, c'est-à-dire que la CNDP devait s'assurer du respect des dispositions de la loi 0908 en vertu de ce principe que la protection des données est un droit fondamental, et elle devait en même temps trouver un compromis dans l'urgence en cas d'émergence de plusieurs droits, notamment lorsqu'il y avait un arbitrage, lorsqu'il fallait ne pas nuire au droit à la santé des citoyens. Donc, dans ce cadre, la CNDP a toujours veillé au respect du principe du consentement des personnes, de la proportionnalité de la collecte des données, du délai de leur conservation, et elle s'est également prononcée sur diverses problématiques et a rendu des délibérations à leur égard et puis des recommandations. Donc, je citerai en exemple les délibérations relatives à l'encadrement du télétravail
dans le secteur de la relation client. Ça s'est fait en partenariat avec leur association, la MRC, et à travers la délibération numéro D106 EUS 2020 du 23 avril 2020, elle a autorisé le responsable du traitement, dans le cadre du télétravail, à communiquer les données à caractère personnel de la personne concernée à des sociétés tierces pour assurer des conditions de télétravail, à autoriser les enregistrements webcam uniquement quand l'employeur est détenteur des outils de télétravail et autoriser à se faire communiquer des captures d'écran quand l'employeur est détenteur des outils de travail. Bien sûr, toutes ces autorisations ont été faites dans le cadre du respect des principes de la loi 0908. Il y a eu aussi une délibération qui a traité de la prise de température en vue de l'accès au lieu du travail pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire et à travers laquelle la CNDP a exceptionnellement et sous la responsabilité de la médecine du travail autorisé la possibilité d'utiliser des outils de prise de température en vue de l'accès au lieu du travail, a permis de refuser l'accès par l'employeur à toute personne déniant cette action, a permis aux responsables de traitement à utiliser les différents moyens technologiques permettant la prise de température, notamment les caméras thermiques, et établir des courbes d'historique de température ayant pour but de détecter les cas nécessitant une intervention préventive. Il y a aussi une délibération relative à la technologie de reconnaissance faciale dans le cadre du dispositif qui a été mis en place par les banques, par les établissements du secteur bancaire pour utiliser ces technologies dans le cadre du dispositif de compte à distance en s'engageant préalablement à assurer les phases d'authentification et l'architecture du système d'information. Donc, dans ce cadre, elle a donné l'autorisation tout en recommandant le recours à un système de tiers de confiance national ainsi que le stockage des données d'usage et les données d'authentification au sein de différentes architectures et dans différentes entités. Donc, de surcroît, la CNDP a publié d'autres recommandations essentielles qui ont accompagné, par exemple, la mise en œuvre dans la limite du suivi du respect de la loi 0908 de l'application Wiqayatna et des hypothèses selon lesquelles elle sera déployée. Donc, nous avons recommandé et nous avons demandé l'utilisation de cette application sur la base du seul volontariat, l'utilisation de cette application en appui au dispositif sanitaire, en particulier pour rationaliser l'affectation des ressources en vue de renforcer la politique de dépistage et l'information des citoyens, le contrôle par les autorités sanitaires des paramètres des algorithmes de calcul d'alerte, l'utilisation du tracing, c'est-à-dire le suivi des contacts sans mécanisme de tracking, c'est-à-dire sans géolocalisation. Nous avons insisté sur l'information de l'utilisateur, la limitation des accès aux données aux seules personnes habilitées et l'engagement à ne pas utiliser les données pour d'autres finalités que celles autorisées, et surtout l'engagement à détruire les données collectées et gérées à la sortie de l'état d'urgence, sauf celles pouvant alimenter de façon anonymisée et réglementaire la recherche scientifique. On a aussi pu obtenir la déclaration de non-utilisation de boîte noire, black box, et l'engagement de rendre tous ces codes accessibles pour des fins d'audit et de vérification par les équipes de la CNDP. Vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. La CNDP a aussi joué un rôle très important au moment de l'instauration du pass vaccinal. Donc, l'instauration de ce pass vaccinal a soulevé beaucoup d'encre, notamment en ce qui concerne la question de la protection des données personnelles. Et à ce sujet, la CNDP a été très sollicitée par les citoyens et elle s'est prononcée et a publié un communiqué dans lequel elle rassure le citoyen. Elle rappelle que le pass vaccinal présente des informations lisibles, un QR code à
à usage au Maroc et un autre à usage en Europe. Et à cet égard, elle a considéré et communiqué sur le fait que le principe de proportionnalité au sein de l'application pour la lecture des QR codes dans sa version actuelle est respecté. Et elle a précisé notamment que cette application permet uniquement à l'accès d'informations déjà disponibles et visibles sur le pass sanitaire sans la moindre connexion au serveur, sans enregistrement des données et sans traçabilité des mouvements des citoyens. Donc, l'usage de cette application mobile, en l'état actuel des choses, pour nous, ne présente donc aucun risque de traçage systématique. Bien sûr, la CNDP est vigilante et elle continue par ailleurs à suivre les développements à venir, notamment en cas de mise à jour de l'application, et s'engage à signaler tout risque identifié. Donc, je vais passer à la troisième partie de mon intervention qui a trait à la confiance numérique. En effet, comme on l'a vu, la crise sanitaire a permis une avancée majeure dans la perception de la protection des données personnelles. Cette perception positive doit être, à notre sens, entretenue dans le but de consolider la confiance numérique qui est un préalable indispensable à une transformation digitale, responsable et réussie du Maroc. Donc, le premier enseignement, c'est que pendant cette période de crise, la question du respect de la protection des données à caractère personnel a été prise très au sérieux par l'ensemble des acteurs, aussi bien par les entreprises, les administrations publiques et l'opinion publique. Les citoyens ont manifesté à juste titre leur inquiétude face à la collecte des données, de leurs données de santé et se sont posés de nombreuses questions. Donc, bien évidemment, c'est tout à fait leur droit et ils ont le droit d'avoir des réponses adéquates, tâche que la CNDP a su remplir dans le cadre de sa mission de protection des droits fondamentaux de la vie privée. Donc, la protection des données personnelles, pour nous, est une condition essentielle pour instaurer un climat de confiance numérique et que si ces éléments ne sont pas pris en compte, cela aura des conséquences, y compris sur le modèle opérationnel des entreprises, qui doivent donc prendre les mesures nécessaires pour protéger les données qui leur sont confiées. Donc aujourd'hui, il semble avéré que le principe le plus important pour préserver qu'un des principes les plus importants pour préserver la réputation d'une entreprise ou entité, c'est d'assurer une gestion responsable des données personnelles. Donc le digital maîtrisé, c'est une opportunité intéressante pour reconquérir la confiance et c'est aussi une opportunité pour l'entreprise marocaine qui travaille avec des pays qui ont une réglementation dans ce sens. Et là, je reçois l'intervention de Madame Insiya Ben Saad. Ça rentre tout à fait dans le sens de mise en place de l'éthique des affaires. Donc, face à cette problématique de confiance numérique, donc, vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les défis de la CNDP sont d'accompagner toutes les actions visant la confiance numérique. Il s'agit pour la CNDP de veiller à la construction et à la mise en conformité d'écosystèmes numériques, ne pas agir sur des entités isolées, mais essayer d'agir plutôt sur toutes les entités d'un secteur. Nous avons aussi pour défi de développer une capacité d'expérimentation, de pouvoir absorber tous les nouveaux usages induits par les nouvelles technologies. Donc, il est avéré qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a des nouvelles technologies qu'on ne maîtrise pas toujours et qui ne sont pas prévues dans le cadre de la loi. Donc, c'est ainsi que nous avons prévu la mise en place de comités ad hoc afin de nous aider à appréhender tous ces nouveaux risques au niveau de la protection des données. Donc, nous avons aussi pour principe de travailler sur des cas concrets avec les différents acteurs afin de comprendre toutes ces problématiques. Donc, dans ce sens, la CNDP doit renforcer ses outils de travail. Son travail doit se déployer sur tout le territoire national
et intervenir en profondeur dans tous les secteurs. Donc, c'est un chantier qui est énorme. Donc, pour ce faire, la CNDP a mis en place des programmes d'Atatira, qui consistent à faire signer des conventions matérialisant l'adhésion de l'entreprise, de l'entité ou bien de l'association au principe de la loi 0908. Donc, ces conventions ont été signées par de nombreuses institutions et entreprises. Et par exemple, on a signé avec l'OCP, la CDG, Marsa Maroc, l'université UMP6 de Ben Guerir, avec le ministère de la Santé pour 4 ans, dans le but de sensibiliser ces écosystèmes des dispositions de la loi 0908, de renforcer et de veiller à l'extension de la conformité de ces partenaires et surtout de les accompagner dans l'appréhension des problématiques et enjeux de la data. La signature de ces conventions peut aboutir donc, à l'élaboration de délibérations particulières spécifiques à des secteurs ou alors tout simplement au recensement d'éléments à prendre en considération, par exemple dans le projet de refonte de la loi. Donc pour nous, la digitalisation repose donc sur la confiance numérique et la confiance numérique repose sur un cadre légal efficient encadrant la protection des données à caractère personnel ainsi que sur la sécurité des services et transactions électroniques. Donc la crise du Covid-19 associée à la pression des restrictions et la conjoncture économique ont révélé que les fondements de confiance numérique au Maroc existent et sont à développer et consolider. En effet, pour la CNDP, la confiance numérique est un levier majeur pour le développement au Maroc. C'est un tremplin vers une transition digitale responsable réussie qui permettra d'innover, de créer des nouveaux services intelligents et de développer l'industrie des technologies de l'information. Je vais passer à la slide suivante. Donc, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que le Maroc a pu tirer un avantage de cette crise du Covid-19. Le citoyen ainsi que les professionnels du secteur privé comme du secteur public ont pu appréhender la portée des données personnelles et la nécessité de leur protection. Le Maroc a su respecter les dispositions de la loi 0908 dans le traitement des données à caractère personnel en cette période de crise sanitaire, grâce à une collaboration très étroite entre les pouvoirs publics, les professionnels du privé et la CNDP. Et la pandémie a démontré que la gestion des données personnelles associées à la technologie peuvent participer à la mise en place d'outils de gestion de la crise. Et cette expérience nous a surtout permis de prendre conscience que la protection de données, base de la confiance numérique, est un levier majeur pour le développement du Maroc et pas numérique, et pas uniquement sur le plan numérique et digital, et également sur le plan citoyen. Donc, je terminerai en rappelant la devise de la CNDP qui est « Vivre digital, c'est respirer, protection des données ». Et je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition pour toute question ou toute demande d'éclaircissement. Merci beaucoup, Souad. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, encore une fois, je consulte la liste des questions. J'en trouve pas dans le chat, mais moi-même, j'en aurais une pour vous, Souad. Vous avez parlé tout à l'heure de la reconnaissance faciale comme outil technologique qui est aujourd'hui autorisé pour un usage uniquement pour les banques. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres applications possibles de la reconnaissance faciale, notamment pour vérifier l'identité d'une personne, que ce soit pour une signature électronique ou pour autre chose. Et aujourd'hui, je sais que certains acteurs
opérateurs sont confrontés à l'absence d'autorisation d'utilisation de la reconnaissance faciale. Ils sont confrontés à ce problème-là pour pouvoir développer leurs outils technologiques. Donc, quand vous nous dites que le digital, c'est bien, on aimerait savoir si la CNDP pense étendre l'autorisation d'utilisation de la reconnaissance faciale à d'autres choses que le domaine bancaire. Voilà ma question. Donc, je vous remercie, Mehdi, pour cette question, parce que c'est effectivement une des questions qui revient de manière récurrente. Nous avons au départ mis un moratoire quant aux autorisations relatives à ce problème, le temps d'avoir des consultations avec tous les opérateurs qui utilisent cette technique. Donc aujourd'hui, bien sûr, nous ne limiterons pas les autorisations au secteur bancaire. Il suffit de prendre contact avec la CNDP et surtout nous assurer des techniques utilisées, parce qu'aujourd'hui, nous avons émis des recommandations qui demandent notamment de veiller à assurer les phases d'authentification et puis à nous présenter l'architecture des systèmes d'information. Ah, donc, si je comprends bien, une entreprise, si je comprends bien, il n'y a pas d'interdiction et que toute demande d'utilisation de cette technologie va être examinée au cas par cas et qu'une autorisation peut être accordée. Ah, c'est oui, génial, peut être c'est une très bonne nouvelle. Si on estime que les principes de protection des données sont bien respectés. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle, je communique. Et donc, nous, on avait émis une recommandation, c'est le recours à un tiers de confiance qui permettent de nous assurer que ces techniques de reconnaissance sont conformes. Et vous avez une idée de ce tiers de confiance ou pas? De qui ça peut être? Je pense que la Poste pourrait jouer Tout à ce fait. rôle. Très bien. Donc, on n'a pas encore eu de retour. Nous avons sollicité même les instances gouvernementales pour mettre pour faire des comités des comités d'examen de toutes ces problématiques afin de coordonner avec eux la position de la CNDP. Merci beaucoup. Alors, je reviens au chat et nous avions une question pour Monsieur Brech. La question nous dit, certaines autorités comme l'instance anticorruption ou le Conseil de la concurrence peuvent être saisies dans le cadre d'un litige de marché public. Qu'en pensez-vous? Très bien. Merci, Monsieur Ktani, donc, pour ces questions. Je remercie également la personne qui a posé cette question pour justement mettre en évidence, en quelque sorte, ce système de recours qui existe aujourd'hui au niveau du Maroc. C'est parce que nous avons deux types de recours. Soit un recours amiable, et c'est celui que tout le monde préfère parce que quand on est en recours judiciaire, qui est un recours un peu long et peut-être des gens parfois essayent d'éviter ce genre de recours parce que généralement le recours judiciaire en ce qui concerne les marchés publics, il est traité devant la cour, c'est-à-dire le tribunal administratif, parce qu'on considère le marché public comme étant un contrat administratif et donc c'est un recours qui passe par le tribunal administratif. C'est un recours qui est considéré par les instances internationales même parce que la Banque mondiale a tout fait pour essayer de mettre en place un système de recours amiable qui va régler le problème rapidement et de manière efficace. Maintenant, c'est le système de recours qui est défini aujourd'hui au niveau de la réglementation des marchés publics, et donc ces deux instances ne font pas partie de ce système de recours parce que ces deux instances s'intéressent beaucoup soit aux
problème de corruption, au cas de corruption qui peut pour l'instance de lutte contre la corruption, soit aux pratiques anticoncurrentielles auxquelles ils peuvent s'adonner certaines entreprises. Mais les marchés publics, parce que la concurrence en matière de marchés publics, il est déjà identifié et défini au niveau de la réglementation des marchés publics, et tout processus qui ne respecte pas le dispositif qui est prévu au niveau de la réglementation des marchés publics, il est déjà réprimé par cette réglementation, soit par l'annulation de la procédure, soit par, bien sûr, le recours à des voies de recours qui sont amiables, surtout. Je parle surtout du recours à l'amiable, et je l'ai défini j'en ai parlé tout à l'heure, parce que c'est un recours toute personne qui n'est pas satisfaite, soit du lancement de la procédure, soit par exemple d'un surdimensionnement, d'un CPS, de certaines données au niveau du CPS, au niveau déjà du lancement de la procédure, ils peuvent déjà le réclamer au cours même du lancement de la procédure. Donc, les entreprises, les candidats aujourd'hui, ou bien les titulaires du marché ont tous les moyens pour faire une réclamation déjà au départ. Et les instances qui sont là sont donc appelées à traiter ces réclamations. Maintenant, les deux autres instances qui sont citées là, sur le plan réglementaire, ils ne sont pas investis d'un pouvoir pour peut-être traiter de ces réclamations. Et les gens ont quand même des voies de recours qui sont réglementaires. Et bien sûr, il y a la voie de recours judiciaire qui est permise à tout le monde et ouverte à tout le monde. Donc voilà, j'ai tenté de répondre. Merci beaucoup, c'est très clair. J'ai vu qu'il y a une autre question sur le PCN et c'est Madame Bensad qui est la plus légitime à y répondre. Je vous laisse la parole, Madame Bensad. Merci beaucoup, Monsieur Ktani. Alors, par rapport à la question qui a été posée qui concerne les plaintes qu'a reçues le PCN à date d'aujourd'hui, alors à date d'aujourd'hui, le PCN marocain a reçu 4 plaintes et il les a traitées. J'invite la personne qui a posé la question à consulter notre site web www.pcnmaroc.ma. Les communiqués qui ont été rendus dans le cadre de ces plaintes sont publiés au niveau de notre site. Alors, par rapport à la nature des plaintes, elles concernaient quoi? Alors, bien sûr, une plainte, quand elle est déposée, elle doit viser un chapitre des principes directeurs. C'est-à-dire que l'entreprise en question doit ne pas avoir respecté un des principes directeurs. Il faudrait que le principe directeur en question soit bien visé et bien clair. Alors, les plaintes qu'on a reçues, on a traité 2 concernant la protection des consommateurs et 2 concernant l'emploi et relations professionnelles, c'est pour des cas de licenciement. Dans le cadre des plaintes que traite le PCN ne rend pas de jugement. Ce qu'on propose, c'est la conciliation et la médiation aux parties au litige. Si l'entreprise ne souhaite pas rentrer dans la médiation, le PCN ne peut pas exiger d'elle ce pas. Ce qui fait que ça reste toujours vraiment à la discrétion de l'entreprise de rentrer ou non dans la médiation en question. Et comme je vous ai dit, à la fin de la plainte en question, le PCN est tenu de rendre un communiqué qui est publié aussi bien sur le site web du PCN Maroc que sur le site de l'OCDE. Voilà, c'est ce que j'ai à partager par rapport à cette question. Moi, je souhaitais, si vous permettez, Monsieur Ktani, je ne sais pas s'il n'y a pas une autre question. Alors, moi, non, je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup. Moi, je souhaitais parler de l'intervention de Monsieur Brech, que je remercie d'ailleurs pour la pertinence des éléments qu'il nous a fournis. Et quand il parlait des parties prenantes, c'est-à-dire le processus où il y a les intervenants dans le processus des marchés publics. Bon, on a vu qu'il nous a, M. Brech nous a présenté les autorités compétentes, le maître d'ouvrage et la commission nationale et tout. Mais sincèrement, moi dans ma logique PCN, dans ce process de marché public, l'entreprise fait partie aussi du process. Et le maître d'ouvrage, dans le cadre c'est-à-dire qu'une fois il lance le marché en question,
Du point de vue OCDE, du point de vue des principes directeurs, du point de vue conduite responsable, dans le cadre de la sous-traitance ou dans le cadre de l'appel d'offres ou du marché qui va être conclu, il faudrait qu'il y ait une conduite responsable, il faudrait qu'il y ait une due diligence par rapport à la société en question. D'ailleurs, on le fait, nous, au niveau de l'administration, qu'il y ait un quitus fiscal, qu'elle ait payé ses cotisations sociales, CNSS, qu'elle soit en règle par rapport à tout ce qui est impôts, etc. Mais pas que. C'est-à-dire qu'à date d'aujourd'hui, il faudrait qu'on exige aussi de cette entreprise. On ne le fait pas, mais c'est un comportement qu'on pourrait avoir dans le futur proche ou moyen, qu'on exige de cette entreprise qu'elle respecte l'environnement, qu'elle ait des mesures de sécurité et de santé qui s'enseignent au niveau de son entreprise et qu'elle respecte tous les principes éthiques que j'ai présentés tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie, Sekteni. Merci beaucoup, merci à vous. Je consulte à nouveau le chat pour voir si nous avons d'autres choses ou la fenêtre Q&A, on n'a rien. Sanaïn, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Alors, il y a Monsieur Brech qui veut prendre la parole, si j'ai bien compris. Oui. Vous nous avez fait signe, Monsieur Brech. Vous êtes sur mute, par contre. Vous pouvez activer. Monsieur Brech, vous êtes en mute. Activez votre micro, s'il vous plaît. Il veut peut-être réagir au commentaire qui a été fait. Oui, ouais. Tout à fait. Non, pas pour réagir à ce commentaire, parce que je remercie Madame qui a soulevé ce problème de, bien sûr, la capacité de l'entreprise pour participer à l'achat public. Effectivement, parmi les piliers de l'évaluation des systèmes et pour vérifier est-ce que ce système présente toute la fiabilité nécessaire pour l'intégrité, bien sûr, du processus de l'achat public. Effectivement, l'entreprise en tant que partenaire, parce que tout à l'heure, j'ai cité uniquement les partenaires qui interviennent directement dans le processus en tant du côté de l'acheteur public. Donc, l'entreprise elle-même, aujourd'hui, et d'ailleurs au niveau de notre pays, le gouvernement marocain a essayé d'associer cette entreprise à travers ces organisations professionnelles à tout le processus de l'élaboration des dispositifs légaux et réglementaires des marchés publics. Ils ont participé à la réglementation des projets de décret, des deux décrets à partir de 2007, parce que la réglementation des marchés publics a connu un certain nombre de revues et de réformes de 1998 à partir de 2007 et en 2013. Et donc, toutes ces revues ces réformes ont été faites de concert, ont été menées de concert avec les partenaires et pour associer et les faire contribuer à ce processus. Et donc, conformément au principe de l'OCDE, ces entreprises, ils doivent bien sûr participer de manière active au processus de l'achat public. Ils sont responsables, ils ont tous les moyens pour bien sûr enrichir un processus d'achat. Sauf que le constat aujourd'hui, bien sûr, il y a un problème au niveau de la capacité de ces entreprises, au niveau de la gestion, de la participation déjà au niveau de la commande publique. Donc, ils sont des partenaires, bien sûr, ils sont des intervenants, ils sont donc, ils doivent assimiler le dispositif légal et réglementaire, bien sûr, pour que le processus achat se réalise dans les conditions, bien sûr, de transparence, d'égalité des chances et de la performance de la commande publique. Donc, voilà ce que je voulais, bien sûr, juste nuancer par rapport à ce que vient de soulever la dame. Et également, un autre point qu'il a soulevé, j'ai un peu des trous de mémoire en ce qui concerne, donc, si vous pouvez me le rappeler, Denis, c'est-à-dire l'acheteur public, en tant qu'acheteur public, est-ce qu'il a le droit, d'ailleurs au niveau de la réglementation, d'imposer aux entreprises le respect peut-être du droit social, le respect de la législation fiscale. C'est un point de vue personnel parce qu'au niveau de la réglementation aujourd'hui, on exige à ce que ces gens-là présentent la CNSS, présentent
Le reste présente bien sûr un certificat de paiement des impôts, mais de mon point de vue personnel, l'acheteur public aujourd'hui n'est pas responsable de ce genre de problème que ces entreprises peuvent ne pas être, par exemple, en règle avec le fisc ou bien avec les droits sociaux. Parce que l'acheteur public est juste pour l'instant, il faut quand même qu'il s'intéresse à la performance de sa commande publique. L'acheteur public, c'est un acteur. L'État aujourd'hui, les organismes publics sont des acteurs économiques. En tant que fonction d'acheteur, il faudrait qu'ils se focalisent uniquement sur cela. Et nous avons d'autres instances qui sont là pour le respect, soit de mauvaises pratiques en matière de l'environnement, soit de l'environnement, soit en matière de mauvaises pratiques et de non-paiement de sécurisation, parce que nous avons des instances qui sont chargées de cela. Et même, parfois, on peut se voir peut-être opposer le fait par une entreprise parce que nous ne sommes pas là, nous n'avons pas les compétences nécessaires, nous n'avons pas l'autorité compétente pour le demander est-ce que vous avez payé votre fisc, est-ce que vous êtes en règle de votre situation fiscale. C'est vrai, c'est la réglementation aujourd'hui, on applique la réglementation et tout le monde donc respecte cette réglementation, mais je pense si on doit revoir cette réglementation, c'est dans le sens de renforcer les prérogatives du maître d'ouvrage et de l'acheteur public en matière de la performance de l'achat public, en matière pour éviter les pratiques anticoncurrentielles, pour éviter un certain nombre et pour le respect et un équilibre entre les objectifs, les trois objectifs, la transparence, l'égalité des chances et la performance, parce qu'aucun de ces objectifs ne doit primer sur l'autre. Donc, voilà donc grosso modo ce que je voulais donc nuancer à ce niveau-là. Merci. Je vous remercie, M. Brech. Sanaïn? Oui, alors nous avons encore une question pour l'espace discussion. Alors, j'ai vu une question dans l'espace chat, peut-être. Voilà. On nous dit, alors Madame Hamdouchi nous dit, j'aimerais savoir où se situent les délibérations par rapport à la hiérarchie des normes. Peuvent-elles être assimilées aux circulaires rendues établies par l'autorité publique, telles que la MMC? Je pense qu'il est fait référence aux délibérations de la CNDP. Donc, je laisse Souad répondre. Donc, je vous remercie pour cette question. Donc, en fait, la délibération de la CNDP traite en général d'une question spécifique, d'une problématique spécifique. Et en général, nous avons accès nous avons recours à la jurisprudence à la délibération. C'est comme une sorte de jurisprudence. En fait, c'est pour faciliter le travail aux entreprises et c'est pour traiter des questions récurrentes et qui ne trouvent pas des questions récurrentes relatives à la protection des données. Donc, bien évidemment, elles peuvent bien sûr être assimilées à toutes les circulaires établies par d'autres autorités publiques. Elles ont un but d'éclaircissement et de facilitation de la mise en conformité des entités. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Hamdouchi? Alors, on nous rajoute, en fait, la dame rajoute et dit quels sont les fondements habilitant la commission à émettre telle délibération en l'absence de dispositions légales en ce sens. Quels sont les fondements habilitant la commission à émettre de telles délibérations en l'absence de dispositions légales dans ce sens? En fait, il n'y a pas d'interdiction par la loi d'émettre des délibérations. Donc, nous avons considéré que c'était un élément qui n'était pas interdit par la loi et que du moment qu'il permet à la CNDP de mieux assurer sa mission, nous avons pris la position
d'émettre ces délibérations pour mieux faire connaître les principes de la loi et pour aider toutes les entités à mieux les appliquer. Je pense que ce dernier point que vous évoquez, aider les entreprises à mieux les appliquer, est pour moi l'essence même des délibérations. Quand on a commencé à travailler avec cette loi au début, avant que les délibérations ne sortent, en tant que praticien, on sentait les entreprises complètement affolées. Est-ce qu'à chaque fois qu'on va commencer à traiter une donnée à caractère personnel d'un salarié, on va devoir faire une déclaration à la CNDP, qu'est-ce qui se passe pour ci, qu'est-ce qui se passe pour ça? Les délibérations de la CNDP ont pour vocation, à mon sens, de guider les entreprises à se conformer à la loi 0908 parce que celle-ci est peut-être un peu trop vague et pas assez pratique. Et donc, ces délibérations sont indispensables pour nous. Et je suis du même avis que Madame Cohen, qu'en l'absence d'interdiction de délibération, eh bien, elles sont sorties. Et puis, une commission, par essence, se réunit, délibère, discute et dit voilà ce qu'on pense de ce texte de loi et voilà comment on voit son application. Et on retrouve ça peut-être pour ce qui est de la MMC, je ne suis pas spécialiste, mais certaines dispositions même fiscales peuvent être sujettes à interprétation et les administrations s'expriment à ce sujet pour donner un peu plus de clarté par rapport à certaines dispositions légales ou réglementaires qui peuvent être trop vagues. En fait, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter une petite chose. En fait, effectivement, lorsque l'instance de contrôle de protection des données a été mise en place, les entreprises étaient un peu perdues et nous avions pris pour option de travailler de manière proactive, c'est-à-dire d'identifier des process ou bien des process de traitement des données qui sont communes à plusieurs entreprises, de manière à éclaircir leur mode de mise en conformité. Oui, Mehdi? Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien, très bien. Donc, pour l'instant, on n'a plus de questions, il me semble. Sanaïn? Oui, alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de conclure ce panel. Alors, j'aimerais vous remercier. Merci Mehdi Kettani d'avoir modéré ce panel. Merci à Driss Bresh, Assia Ben Saad et Souad El Cohen pour vos interventions respectives. Merci d'avoir répondu aux questions de nos participants. Merci à vous, chers participants, d'avoir assisté à ce panel et merci de votre confiance. Je vous rappelle donc que cet après-midi, il y aura une formation, toujours dans le cadre du thème de la compliance. Il y aura une formation sur la politique nationale marocaine en matière d'environnement et de développement durable qui sera dispensée par Madame Assia Ben Saad et par Monsieur Mohamed Martit. Je vous mets le lien dans le chat. C'est donc de 14h à 16h et il y a toujours des places si vous souhaitez vous inscrire. Maintenant, hors compliance, je vous donne rendez-vous dans une demi-heure à 11h15 pour une session d'hommage consacrée au professeur Mohamed El Mernissi avec le professeur Azzeddine Kettani, Souad El Cohen qu'on retrouvera tout à l'heure et Benjamin Filafero, Managing Director de LexisNexis MENA. Donc, vous pourriez mettre le lien, Sanaïn, s'il vous plaît, pour ça? Pour la session, alors il n'y a pas de lien, il suffit de sortir de cette session et depuis le lobby, cliquez sur la session hommage. Donc vous quittez cette session et depuis le lobby, il faut cliquer sur hommage. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bon après-midi, bonne journée ou bon après-midi à vous et à plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir.